Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Meurtre de Matisse, responsable mais pas coupable? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Samuel Ruff, ma chère Anissé et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier plus spécialement, vous m'avez envoyé de très nombreux gentils messages avant mon départ. Eh bien ils font du bien et ils nous permettent à tous ceux qui font de la réinformation de continuer le cœur vaillant. Alors, on continue le combat, on lève les petits pouces, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Je vais revenir sur une actualité d'il y a 5 jours, mais elle est ô combien importante. Non merci à une Europe fédérale. Mais un retour en arrière s'impose. L'Europe fédérale est le vieux projet du Parti socialiste mondialiste des années 80. À l'époque, ils appelaient de leur vœu la disparition de la France au profit des régions. Les Français ont refusé. Et puis, cette Union européenne, c'est la tyrannie décomplexée. On sait très bien que le pouvoir bruxellois ne travaille que pour les intérêts d'une toute petite oligarchie mondialiste. Le peuple, lui, eh bien, qu'il se débrouille. Guillaume Bigot nous explique tout. D'abord parce que j'ai de la suite dans les idées. Ça fait plus de 20 ans que je poursuis l'Union européenne d'une certaine façon et ce projet... Alors, donc je rappelle l'appel de 50 personnalités pour un référendum sur le tour de vice-fédéraliste. Je vais vous dire, les gens ne se rendent pas compte du tout. Parce que la ruse de la raison européenne, c'est ce que j'appelle une dictature par l'ennui, par la bureaucratie. Comme c'est absolument soporifique, personne n'y s'y intéresse. Et c'est d'une certaine façon ce qu'ils veulent. Premier point. Deuxième point, les gens ne mesurent pas à quel point ce projet est une sorte de saut à l'élastique sans élastique ou une sorte de saut en parachute sans parachute. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de sortir de la démocratie, c'est très grave. Parce que là, en fait, vous allez voter, mais en réalité, vous ne contrôlerez plus les gens pour qui vous allez voter. Votre vote sera complètement dissous. D'accord, ça sera 1/14e des votes européens. Donc la fin de la démocratie. On a juste décapité le peuple, on a décapité 1789. C'est pas grave, hein. Deuxième problème, on va sortir du cadre national. Ça fait quand même 1000 ans qu'il y a le pouvoir qui est à Paris et qu'il y a quelque chose qui s'est construit comme la France. Là, on va sortir de ça. Et troisième saut à l'élastique sans élastique, c'est encore plus fou que tout, c'est le saut dans le post-État. Post-démocratie, post-nation, post-État, c'est-à-dire on va faire un ensemble de bisounours ou d'herbivores, comme dit Hubert Védrine, alors qu'on est entouré par des vélociraptors. Et on va se mettre entre herbivores, entre nous, avec frontières ouvertes, et tout va bien se passer. Bon, les garçons, c'est du suicide. Non, mais... Emmanuel Macron veut ouvrir le débat d'une défense européenne comprenant l'arme nucléaire française. Dans un premier réflexe, on peut se poser en effet la question de la santé mentale du locataire de l'Élysée. Et Dieu sait si dans ces entretiens, on s'est posé cette question. Comme le dit Dolto, la cam isole. Une vraie dinguerie donc. Et oui, si vous en doutez, on ne peut pas partager la dissuasion à 27 pays, puisqu'un seul serait visé, celui qui possède l'arme nucléaire. Mais dans un deuxième temps, la proposition d'Emmanuel Macron a toute sa cohérence dans une Europe fédérale. Si vous faites disparaître la France, il faut bien donner l'arme nucléaire à quelqu'un, c'est-à-dire au pouvoir bruxellois. Sommes-nous surpris? Pas le moins du monde. Nous savons qu'Emmanuel Macron est l'homme de Davos, du World Economic Forum, du mondialisme et donc de l'Europe fédérale. Il se susurre même qu'il aimerait être ce président de cette première Europe fédérale. Mais voilà, sa proposition ne passe absolument pas. Un chef de l'État ne devrait pas dire ça. Macron sous le feu des critiques après ses propos sur la dissuasion nucléaire. En d'autres termes, il a été qualifié de bel ami à Jordan Bardella, de traître. Moi, je trouve que cette proposition d'Emmanuel Macron a du positif, laquelle, eh bien, à chaque fois qu'il fait des propositions
Dans le sens européiste, les sondages sont catastrophiques pour son camp. Il devrait parler encore plus souvent, Valérie Hayé se retrouverait en dessous des 10%. Autrement dit, plus de 54% de ses électeurs pourraient changer de candidat d'ici le 9 juin. Et quel est le vote caché LR ? Lorsqu'on consulte les précédentes élections, c'est vers le Rassemblement national ou Reconquête. Bellamy doit trembler dans son QG parce qu'il pourrait être en dessous des 5%. Il faut dire que les Français en ce moment sont très en colère. Meurtre de Matisse, 15 ans à Châteauroux. Un adolescent et sa mère mis en examen. Un mineur de 15 ans de nationalité afghane a été écroué après avoir été présenté devant un juge dans le cadre d'une ouverture d'informations criminelles. Sa mère, également mise en examen, a été placée sous contrôle judiciaire. Il faut savoir que la mère du criminel a été complice du meurtre, de la barbarie pure. Mais qui sont les autres responsables ? Eh bien, tous ceux qui ont permis ce meurtre, et notamment la justice. Lisons cet article édifiant. Le mineur suspecté du meurtre n'a jamais été condamné par la justice et son casier est vierge de toute condamnation, précisait dimanche la procureure de Châteauroux. Vraiment ? Car ce mineur était identifié dans 2 procédures pénales, dont l'une ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits de vol aggravé avec violence, détaillait le ministère public. Pour ces faits, il avait été placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction le 22 avril. Quel avait été l'acte ? Le mineur avait été interpellé le week-end dernier après avoir mis un couteau sous la gorge d'un jeune homme pour lui voler son portable dans un parc de Châteauroux suite à un guet-apens tendu via un site internet. Le suspect était bien évidemment connu des services de police pour son attitude arrogante, avait également été interpellé en possession d'un couteau fin février, nous indique une autre source. Il avait là aussi été présenté à la justice. On relit l'article, le mineur suspecté du meurtre n'a jamais été condamné par la justice. C'est normal qu'il n'ait jamais été condamné puisque la justice ne condamne jamais les mineurs. Écoutons ce que nous dit Georges Fenech. Je voudrais dire, et je le dis avec une très forte sincérité, je suis animé ce soir, en dehors de la compassion qu'on peut avoir pour la famille, d'un sentiment de colère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le 30 septembre 2021, on a désarmé la justice des mineurs. C'est-à-dire que c'était Mme Belloubet et M. Dupond-Moretti qui ont réformé l'ordonnance de 45 et qui ont fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus incarcérer un mineur, même pour 15 jours. Parce que la procureure l'a dit. La procureure a dit on ne pouvait que mettre un contrôle judiciaire. Alors qu'avant 2021, on pouvait au moins incarcérer 15 jours. Et sur devant l'aggravé, Attends, 15 jours. 22 avril. Oui. On est le 28 avril. Et sur devant l'aggravé. S'il l'avait incarcéré, c'est 15 jours, renouvelable une fois 15 jours, on n'aurait pas eu cette mort, voyez-vous. Oui. Et donc, on a désarmé la lutte contre la délinquance. Les juges, même s'ils avaient eu l'intention d'interrompre, comme tu disais, cette délinquance tout de suite, en prononçant une peine de privation de liberté provisoire, ils ne pouvaient pas le faire puisque la réforme de 2021 interdit aujourd'hui aux juges de le faire. C'est pour ça que je suis en colère. Il y a une très lourde responsabilité politique avant qu'elle soit judiciaire dans cette affaire. C'est QFD. Je crois que Manuel Valls disait à peu près la même chose et on va l'écouter. Il était ce matin. Les voilà, les vrais responsables, c'est Emmanuel Macron, Darmanin, Belloubet, Dupond-Moretti. En effet, face à l'ensauvagement, face à l'augmentation des coups de couteau, quelle est la réponse du gouvernement ? Les cours d'empathie. On nous parlait du bilan incroyable d'Attal à l'Éducation nationale. Rappelons que son bilan, en 3 mois comme ministre, c'est l'abaya et les cours d'empathie. On voit le résultat aujourd'hui. Et la nomination de Oudéa Castéra pour le remplacer, elle a dû démissionner. L'éducation nationale est abandonnée depuis 25 ans et oui, cela semble voulu. Baisse du niveau des élèves. Les élèves ne savent plus réfléchir, ils ont même des difficultés à comprendre les consignes, observe le responsable d'une association de soutien scolaire. C'est là où on mesure, je vais me permettre une expression un peu familière, le foutage de gueule. Vous avez une augmentation massive de la délinquance, vous avez une augmentation des coups de couteau et Gabriel Attal vous répond
cours d'empathie sur un public qui sait à peine lire et écrire et qui ne réfléchit pas beaucoup. Quant aux enseignants, vous le savez, ils sont abandonnés face à la meute. Moi, directeur à Neuilly-sur-Marne, je n'irai pas à l'école aujourd'hui. Voici pourquoi. Pour avoir voulu expérimenter l'uniforme dans son établissement, ce directeur d'école élémentaire a été victime de menaces de mort, insulté d'islamophobie et visé par une campagne de dénigrement par un comité de défense de l'école publique. Où est donc l'État pour le protéger ? Aux abonnés absents, bien entendu. Il y a quelques semaines, des proviseurs et des directeurs d'école avaient fait grève, avaient même manifesté devant la Sorbonne pour alerter de ces menaces qui devenaient de plus en plus fréquentes. On se rappelle l'attitude de Belloubet, pas de vague, pas de vague. Voilà, les Français sont abandonnés et de l'autre côté, il y a une petite minorité de privilégiés qui ont, comment dirais-je, tous les droits. L'affaire de la GPA. Ces deux oiseaux nous expliquent qu'avoir un enfant, ce n'est pas une question d'argent, mais pour avoir une GPA éthique, oxymore, deux termes qui s'affrontent donc, il faut quand même débourser entre 100 000 et 150 000 euros. De qui se moque-t-il ? Et surtout que ces mères porteuses ne sont pas des mères. Instant agacement. Monsieur est agacé parce qu'à propos de ces femmes qui, pendant 9 mois, dans des conditions qui peuvent être difficiles mais toujours fatigantes, dont il faut du temps pour se remettre, ont porté un bébé qu'on leur a arraché à la naissance. Certains osent utiliser le mot « mère ». C'est vrai que c'est agaçant. Ce ne sont pas des mères, voyons, pas des femmes non plus. Et pourquoi pas des êtres humains tant qu'on y est ? Non, ce sont des moules, des réceptacles qu'on utilise pour fabriquer un produit qui s'achète comme n'importe quel autre. Le monde qui vient a vraiment une sale gueule. Juste pour rebondir sur l'ironie de Régis de Castelnau, GPA éthique est un oxymore. Les deux termes s'affrontent. La GPA est toujours inique. Et pour quelle raison ? Parce qu'on parle de marchandisation. Que Combini donne la parole à ces deux oiseaux qui essaient de justifier un acte qui est injustifiable est particulièrement révoltant et cela veut tout dire. Donc, certains ont tous les droits et lorsque vous voulez exprimer un désaccord ou militer pour un parti, eh bien, vous êtes persécuté. Info Le Point, Radio France, le journaliste Jean-François Achilly, licencié pour faute grave. Le groupe audiovisuel public reproche aux journalistes d'avoir envisagé une collaboration avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. C'est un parfait exemple de ce que nous montrons depuis des mois. Lorsqu'un journaliste sort du droit chemin, si je puis m'exprimer ainsi, il prend la porte. Oui, le système n'a plus que deux armes, la censure et la répression. Il faut cacher le plus possible la misère des Français. Mais là, je crois que cela devient mission impossible, tellement il éclate à la figure de tout le monde. La seconde main est devenue la nouvelle mine d'or des Français pour acheter des vêtements. Dire que les Français s'appauvrissent sans dire que les Français s'appauvrissent. Tenez, est-ce qu'il existe un point commun entre cette nouvelle et le drame de Châteauroux ? Oui, c'est l'Union européenne. Rappelons-nous, c'est l'ouverture des frontières, des biens et des personnes. Les personnes, c'est la submersion migratoire, mais les biens, c'est le libre-échange. Eh bien, c'est la même logique. Ce libre-échange a conduit la France à se désindustrialiser, à s'appauvrir. Le français, eh bien, a été abandonné face au marché. Oui, c'est la même logique. Puisqu'on parle de l'Union européenne, Van der Leyen n'est pas très loin et Virginie Joron a quelque chose à nous dire. Mes chers amis, le Covid est loin derrière nous. Certains se sont fait des fortunes avec de l'argent public, c'est-à-dire avec votre argent, avec vos impôts. Je veux revenir aujourd'hui sur le dernier vote de vos députés ici au Parlement européen sur ce sujet. Alors, sachez que lors du vote sur le bilan 2022 de la Commission de Bruxelles, les députés de Macron, les socialistes, vous savez, le parti de M. Glucksmann et du Qatargate, eh bien, ils ont voté contre la publication des contrats Pfizer. Cachez ces contrats que je ne saurais voir. Vous voulez savoir le prix ou si c'est Pfizer qui va indemniser les victimes d'effets secondaires ? Eh bien, eux ne veulent pas savoir, ni que vous puissiez vous informer, ni que les victimes puissent construire leur dossier. Ensuite, vous savez qu'il y a en Espagne, en ce moment, un scandale impliquant un ministre et des collaborateurs socialistes qui auraient fait des fraudes sur des fournitures liées au Covid, notamment payées par vos impôts. Et ce scandale a entraîné une demande que tous les contrats suspects conclus pendant la pandémie de Covid
fasse l'objet d'une enquête. Bizarrement, les députés de Macron et les socialistes ont voté contre cet amendement. Toutes ces hautes autorités morales, tous ces tartuffes ne veulent pas d'enquête sur les détournements qui ont eu lieu avec les contrats Covid. Les députés de Macron et les socialistes vont jusqu'à refuser de consacrer les ressources nécessaires au procureur européen pour son enquête sur l'acquisition des vaccins anti-Covid. Quand on leur dit que l'indépendance de l'EMA, l'Agence européenne du médicament, est compromise si 86% de son budget est financé par l'industrie pharmaceutique, les députés de Macron et les socialistes ne voient pas le problème. Ils votent contre le fait de le mentionner. Enfin, l'évaluation de l'EMA a été tardive et laxiste par rapport aux autorités nationales. C'est une évidence et c'est factuel. Les députés de Macron et les socialistes ont voté contre, encore une fois. La construction de l'Europe, d'une Europe... Et oui, vous êtes également abandonnés face aux Big Pharma. Les socialistes et Macron, ces fameux 30% d'européistes, font en sorte que la vérité n'apparaisse pas. Mais elle pourrait malgré tout apparaître au détour d'un procès. Le 17 mai prochain, Florian Philippot se rendra au tribunal de Liège pour le face-à-face avec Pustula, contre laquelle il a déposé plainte et qu'il poursuit désormais en justice pour l'affaire du Pfizergate et du SMS Gate. Est-ce que l'affaire ira jusqu'au bout ? Lorsqu'on lit la presse anglo-saxonne, Pustula est dans le viseur. Cela va être de plus en plus difficile de cacher la vérité aux Français. D'autant que le principal allié de Pustula, l'OMS, est là encore dans l'œil du cyclone. Une bonne nouvelle, ça tourne mal pour l'OMS et son projet polémique de traité mondial sur les pandémies. Juridiquement contraignant, ouverture des négociations de la dernière chance ce jour. Beaucoup de pays bloquent et le projet discuté est maintenant largement édulcoré. Il ne fait plus que 23 pages. C'est par ailleurs ce que je vous avais annoncé il y a déjà plusieurs semaines. Il faut dire que depuis la gestion de la pandémie par l'OMS, cela ne se bouscule plus au portillon pour être sous sa tutelle. Et puis rappelons-nous au World Economic Forum, quel avait été le mot le plus employé ? Démondialisation. Oui, les BRICS sont en train de prendre leur envol et l'influence américaine, du même coup, est en train de se réduire. Navalny. Ah, voilà encore une théorie du complot qui s'est révélée fausse. Mort de Navalny. Vladimir Poutine n'aurait pas commandité la mort de l'opposant, selon le Wall Street Journal. Tout ce cinéma autour de la mort de Navalny n'était donc encore une fois que de l'enfumage. Mais encore une fois, et comme pour le Nord Stream, quand on demandait quel était l'intérêt du président russe dans cette histoire, on était un dangereux pro-russe complotiste. Remarquez qu'on commence à avoir l'habitude avec les médias aux ordres. Mais ce qu'il y avait de sidérant, c'est que le narratif autour de la mort de Navalny était grossier. Rappelez-vous l'exploitation de la veuve Navalny qui allait reprendre le flambeau. On avait compris, c'était pour salir l'élection de Vladimir Poutine. 2 mois après, les analyses que nous vous donnions sur cette chaîne se sont révélées entièrement justes. Autre théorie du complot. Guerre en Ukraine, le char américain Abrams, capable de déclencher un déluge de feu, va faire une différence. À l'époque, Xavier avait montré que non. Eh bien, sur LCI, il suffisait d'attendre le 28 avril pour lire « Guerre en Ukraine, trop fragile, les chars américains Abrams retirés du front ». Et oui, il n'y a pas d'arme magique. Dans ces entretiens, nous avons montré que la Russie avait gagné la guerre économique. Eh bien, à partir du moment où votre économie est florissante, vous pouvez mener une guerre parce que vous avez les moyens. D'autant que l'armée russe mène ce qu'on appelle une guerre d'attrition, c'est-à-dire une guerre d'usure. Et depuis 3 mois, la Russie enchaîne victoire après victoire, village après village. Et il y a plus beaucoup de monde pour croire en la victoire de l'Ukraine. C'est ce que vient nous rapporter Pascal Boniface sur LCI. À Washington, personne ne croit à une victoire de l'Ukraine. Pascal Boniface a rencontré les principaux décideurs démocrates. Et ce qu'il y a d'ironique dans cet extrait, c'est que Pascal Boniface reprend les analyses que nous tenions il y a 10 jours devant une journaliste littéralement médusée. À savoir que si les Américains vont verser des milliards à Zelensky, c'est pour éviter que son régime ne s'effondre avant
les élections américaines de novembre 2024 et que cette aide est conditionnée à des changements stratégiques. Cela signifie ni plus ni moins à ce que les Ukrainiens négocient avec les Russes. Oui, le vent tourne, plus personne ne croit à une victoire de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes espérances au Proche-Orient ? Eh bien oui, si on en croit les titres de la presse suisse ce matin qui annoncent un cessez-le-feu, voire peut-être des accords de paix. Est-ce que c'est vraiment possible ? Eh bien aux États-Unis, Joe Biden a quand même une grosse pression de son opinion publique. Les avocats à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration exhortent Joe Biden à couper les armes à Israël. Jusqu'à présent, plus de 90 avocats ont signé une lettre juridique alléguant que la conduite d'Israël à Gaza ne respectait pas le droit américain et international. Oui, grosse pression sur Joe Biden, d'autant plus que son électorat se déchire, vous êtes au courant. C'est le chaos sur les campus américains. C'est la même chose en France. Et du côté de Netanyahou, une grosse crainte. En Israël, Netanyahou redoute d'être placé sous mandat d'arrêt international par la CPI. La presse israélienne s'attend à ce que le tribunal pénal de La Haye ouvre des poursuites contre le Premier ministre lui-même ainsi que contre le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le chef d'état-major, Herzi Halevi. Benjamin Netanyahou, le grand ordonnateur de la guerre à Gaza, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ce scénario n'a jamais autant suscité d'inquiétude en Israël. Si je résume, les électeurs démocrates exigent de Joe Biden qu'il mette fin à la guerre entre Gaza et Israël. De l'autre côté, Netanyahou redoute d'être placé sous mandat d'arrêt international. Les Américains ont donc un levier sur Benjamin Netanyahou. Aux dernières nouvelles, les Américains ne sont pas favorables, mais ils ont dit qu'ils ne sont pas favorables, comme s'ils faisaient à leur tour pression sur Netanyahou. Le résumé, une délégation du Hamas devrait bientôt donner sa réponse aux propositions d'Israël sur une trêve lors d'une réunion tripartite au Caire avec l'Égypte et le Qatar. Le texte prévoit une trêve de 40 jours et la libération d'otages et de prisonniers. Dans la foulée, le président américain a demandé aux dirigeants du Qatar et de l'Égypte de faire tout leur possible pour obtenir du Hamas la libération d'otages. Les USA ont annoncé lundi avoir déterminé que 5 unités de sécurité israéliennes ont commis des exactions contre des Palestiniens en Cisjordanie avant l'attaque du Hamas en octobre. Après Riyad, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu mardi en Israël. Il se montre optimiste. Pour reprendre l'expression d'un journaliste américain, on est modérément optimiste. Affaire à suivre, donc nous attendons la réponse dans quelques heures. Ce qui est certain, c'est que cette guerre nourrit le fanatisme. Cette scène n'a pas lieu au Moyen-Orient, mais bien en Allemagne, dans les rues de Hambourg. Il s'agit d'une véritable démonstration du pouvoir islamiste, appelant à la mise en place d'un califat. Oui, d'un califat au milieu de l'Allemagne. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Et dire qu'il y a encore des gens pour voter pour Emmanuel Macron ou son double PS, Raphaël Glugu. Écosse, une bonne nouvelle, le woke Humza Yousaf dort. Le Premier ministre écossais Humza Yousaf, symbole de l'idéologie woke, annonce sa démission. Sous la menace de 2 votes de défiance au Parlement, Humza Yousaf a pris les devants en préférant démissionner près d'1 an après sa nomination. Pour mémoire, ce Premier ministre avait fait voter une loi liberticide condamnant des propos qui pouvaient être tenus dans le privé. Oui, 1984 d'Orwell, vous étiez donc espionné par vos enfants ou par vos amis. On va se quitter par la page fantasy avec le plus grand joueur de l'histoire du football, Macron-Nino, Variété Club de France, figurant 5-3. En alliant la puissance du tigre et la précision de l'horloger, Emmanuel Macron a transformé un penalty, offrant la victoire à son équipe dans un stade en fusion. De la belle ouvrage. Ce qui est d'assez étonnant, c'est qu'il a tiré devant un goal qui n'a pas bougé et le tir était vraiment très faible. Oui, une belle comédie. Profitez d'une fixation forte, d'une protection contre les bactéries avec la meilleure technologie antiparticules Fixadan Plus. Et c'est Bibi qui nous vend donc cette publicité. Un comique en cache un autre, Bruno Le Maire. Rassemblement national, le programme économique de Marine Le Pen est un programme communiste. Il y a une capitulation spirituelle. Alors ça, j'avoue qu'il fallait oser
Transformer Bardella ou Marine Le Pen en communistes avec un couteau entre les dents. Oui, ils osent tout. Je croyais qu'il y avait une loi contre la désinformation, Bruno Le Maire. Où sont les nationalisations massives et la collectivisation des entreprises dans le programme du Rassemblement national? Ah oui, mais vous avez le droit de désinformer, le français moyen sera puni par la justice. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.